Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Orientation à tout âge. Collection dirigée par Francis Danvers. La collection Orientation à tout âge accueille les manuscrits dont le contenu relève des sciences pédagogiques de l'orientation. Nous entendons par là des études scientifiques centrées sur l'orientation des jeunes et des adultes qui s'appliquent à tous les âges de l'existence, dans des contextes les plus variés, et avec une visée pluridisciplinaire. La collection s'adresse potentiellement à tous les pays du monde dans une volonté de transmission éducative. Déjà paru. Corinne Beaujard-Dire, validation des acquis buissonniers. Vers une meilleure reconnaissance par l'institution éducative de l'expérience des professionnels, des étudiants et des élèves, 2020. Bernard Desclos, orientation scolaire, les procédures mises en examen. Quel débat dans une société démocratique, 2020. Marie-France Vernet, auto-orientation de jeunes et accompagnement opportun, 2019. Francis Danvers. Professeur émérite en psychologie et sciences de l'éducation et de la formation, à l'Université de Lille SHS, laboratoire CIREL. Après avoir exercé une dizaine d'années comme conseiller d'orientation psychologue en centre d'information et d'orientation dans l'Académie de Lille, il est reçu major au concours d'inspecteur de l'éducation nationale spécialité information et orientation. Il choisit la carrière universitaire en dirigeant un service commun d'orientation et d'insertion professionnelle. Il s'engage dans une innovation nationale, la méthodologie du portfolio PEC. En 2000, il crée un diplôme de Master 2 sur l'orientation des adultes, conseil en développement des compétences, en mobilité professionnelle et en validation des acquis. Il dirige actuellement une publication collective sur la valorisation des acquis buissonniers. Très investi dans le champ de l'éducation populaire et de l'approche orientante, d'origine québécoise, il poursuit des travaux qui visent à fonder une science pédagogique de l'orientation. Ceci devrait nous permettre de nous émanciper d'une vision scolarocentrée de l'orientation des individus et d'une adhésion naïve aux illusions de la société postmoderne d'orientation néolibérale. Son legs professionnel est rassemblé dans un dictionnaire encyclopédique composé de 900 considérations en 5 volumes, principalement intitulés « S'orienter dans la vie aux presses universitaires du Septentrion, T1 2009, T2, 2012, T3, 2016, T4, 2019, T5, 2021. Ce travail de synthèse, unique en son genre, est un vibrant plaidoyer pour une conception holistique de l'orientation du berceau au tombeau. L'orientation éducative est pluridisciplinaire et transversale, et concerne tous les âges de la vie. Ginette Fransquin. Élève fonctionnaire à Maxéville, institutrice en Meurthe-et-Moselle, conseillère d'orientation nommée à Asnières pour Gennevilliers, de 1969 à 1982, elle devient formatrice et directrice du centre d'application de l'INETOP, au 41 rue Gay-Lussac, de 1982 à 1999. Elle a soutenu en 1998 un doctorat sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sous la direction d'Odile Bourguignon avec soutenance à Paris V. À la demande du directeur de l'Académie de Paris, André Hussenet, en 2000, elle a coordonné le travail en 3 tomes d'un projet européen sur kaléidoscope polyphonique, pour mieux accueillir à l'école les enfants allophones. Auteure d'articles sur les histoires de vie en orientation, elle a dirigé pour une approche biographique en orientation, l'intégration de l'histoire personnelle au choix de profession. Septembre éditeur 2004. Initiatrice des stages en entreprise, la semaine des collégiens de 3e, elle a réfléchi en commission ministérielle avec une équipe de Martine Aubry à propos des bilans de compétences, CFI égale crédit formation individualisée, et a réalisé les premiers bilans pour le service public éducation nationale. Elle est co-auteure en 2005 de La Revanche scolaire avec Bertrand Bergier. Edition RS. Maître de conférences en psychologie clinique et sociale au Conservatoire national des arts et métiers, chaire de psychologie du travail. Directeur Christophe Dejour, HDR en sociologie clinique à Paris 7 depuis 1999. Sa carrière s'est entièrement faite au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, pour l'enseignement dans le 5e arrondissement et 292 rue Saint-Martin,
Pour la recherche, au laboratoire LISE, laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, CNAM-UMR-CNRS, sous la direction de Michel Lallemand. Par décret, sur proposition de la ministre Myriam El Khomri, elle est nommée au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur 3 janvier 2017. Francine Grosbras. Inspectrice de l'éducation nationale, retraitée. Elle a mené toute sa carrière dans le service public d'orientation. Elle a été conseillère d'orientation formatrice, directrice de CIO, Centre d'information et d'orientation, inspectrice de l'éducation nationale, spécialité information et orientation. Elle a travaillé en CIO, Centre d'information et d'orientation, à l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, et elle s'est investie dans la formation des conseillers d'orientation et des personnels de l'éducation nationale. Ces différents postes se sont situés au Québec, à Sherbrooke, Commission scolaire régionale de l'Estrie, en France dans les académies de Limoges, Poitiers, Paris et Versailles. Praticienne et formatrice, elle a suivi, initié et accompagné les différentes réformes du système éducatif français et l'évolution des conceptions et des pratiques de l'orientation. Riche de son expérience québécoise, elle a été une des pionnières à développer en France les méthodes d'éducation à l'orientation issues des théories de l'ADVP, activation du développement vocationnel et personnel, démarche créée par Denis Pelletier, Charles Bujold et Gilles Noiseux. Elle est titulaire du diplôme d'état de conseiller d'orientation et du DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, de psychologie clinique et pathologique et chevalier des Palmes académiques. Publication. Participation à l'adaptation française de la collection québécoise, Education des choix, EAP 1988. Coordination de l'ouvrage, l'éducation à l'orientation au collège. Hachette Education 1998. En collaboration avec Liliane Machelot, collection Visa pour l'avenir, EAP 2002. Jora BELABBACI. Secrétaire de direction, elle a suivi des études en droit à Paris. Actuellement retraitée, elle est très active comme bénévole au Secours populaire de Gennevilliers. Jora a réalisé la mise en page de cet ouvrage. Nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur travail, leur expérience et leur témoignage. Sylvie Amici, Jamel Anouar, Micheline Bacot, Catherine Biotto, Ariane Blanchard, Serge Blanchard, Sylvie et Patrick Blanchet, Evelyne Blain-Nicolas, Brigitte Bonfiglio, Jérôme Bonfiglio, Micheline Bongibaud, Pierre Bringuier, Monique Charpentier, Christian Fassier, Françoise Gomez, Michel Hutto, Cynthia Klapzinski, Janine Lebescon, Jérôme Martin, Jérôme Méniel, Gilbert-Henri Milani, Philippe Nicolas, Daniel Nichon, Annico Hayon, Sonny Perseil, Jean-Marie Querel, Mathieu Roger, Janine Sandoz, Catherine Valmorin, Khadija Wade. Alix, Alan, Aurore, Béziré, Anouk, Christopher, David, Étienne, Evelyne, Fatima, Francesco, Julie, Kimberley, Levana, Lucas, Marguerite, Mathieu, Océane, Sophie, Siamak, Xenia. Ce travail n'aurait pas été possible sans les séminaires du GREO, groupe de recherche sur l'évolution de l'orientation professionnelle et de la psychologie scolaire, présidé par Pierre Roche. Ils se tiennent depuis une vingtaine d'années à l'INETOPCNAM Paris. Merci à Marie-Lise Lortiwa pour son aide à la relecture. PREFACE. Martine Jannerraimondi, professeur des universités Paris 3. Le présent ouvrage intitulé « Histoire de vie et orientation » donne à entendre d'emblée une articulation intime et profonde où résonnent les parcours de vie de chacun eux, lorsqu'à différents moments de leur vie, un choix est appelé à se faire, laissant alors émerger des questions cruciales et difficiles, au point parfois de les fuir. Que faire? Quelle voie prendre? Pour aller où? Comment s'y rendre? Et surtout, qu'est-il possible d'anticiper sur les conséquences, apprentissage et formation, auxquelles les expériences inhérentes aux futures voies empruntées conduiront? Francis Danvers, en 2009, titrait déjà l'un de ses nombreux et fameux ouvrages, « S'orienter dans la vie, une valeur suprême ?» Il soulignait alors la nécessité d'un fondement en anthropologie de la formation sur laquelle poser les questions d'orientation, tout en invitant le lecteur de son original dictionnaire à cheminer à travers les notions définies et reliées aux questions posées, soit en poursuivant un but défini, orienté, soit à contrario en suivant des chemins buissonniers, en étant ou bien en se laissant désorienter.
Ainsi, la question de l'orientation en appelle à considérer son importance tout au long de la vie, suivant les méandres complexes des âges où s'entremêlent non seulement les cadres, familial, scolaires, universitaires, professionnels et post-professionnels, mais également les contextes de vie et les dimensions sociopolitiques, historiques et culturelles. Face à une telle complexité, la prise en compte des questions de l'orientation requiert une articulation entre de nombreux domaines et réclame dans l'effectuation même du travail d'accompagnement, des formations spécifiques et exigeantes, qui ne peuvent se satisfaire de la seule logique de placement, quand bien même ce dernier serait considéré sous un angle raisonné, comme cela est précisé dans l'ouvrage qui suit, voire sous un angle raisonnable. Depuis, les événements et les aléas du monde ont conduit nombre de chercheurs à pointer la désorientation de notre être, inhérente à notre temps, dans des domaines aussi variés que celui du politique, de l'éthique et de l'éducatif. Michel Fabre, philosophe de l'éducation, dans son ouvrage de 2015 intitulé Éduquer pour un monde problématique, la carte et la boussole, part précisément de ce constat implacable constitutif de notre rapport au monde. Désormais l'expérience est celle d'un flux héracléitéen. Face à ce flux inexorable, deux attitudes antagonistes se profilent majoritairement. Le dogmatisme d'un côté, le scepticisme de l'autre. Toutes deux empêchent de comprendre les problèmes que nous rencontrons, ce qui contribue à accentuer d'autant l'une ou l'autre de ces attitudes. Cet empêchement se trouve alors renforcé, précisément parce que l'une, comme l'autre, donne des réponses avant même de chercher à comprendre les données du problème et le problème lui-même. L'attitude dogmatique se referme et s'enferme dans des certitudes qui aveuglent. L'attitude sceptique se laisse emporter dans l'océan d'incertitudes, sans chercher plus loin. Or quel être humain, à l'instar de Descartes, ne se demande pas un jour ou l'autre, et même plusieurs fois au cours de son existence, sur quel point s'appuyer notamment pour vivre et se construire. Sans doute, la problématisation appréhendée comme selon Michel Fabre dans le sillage de John Dewey, en tant que processus corrélé à un travail d'enquête qui articule l'exercice d'une rationalité co-construite ensemble avec ce qui apparaît comme relevant du doute ou de la certitude, peut-elle contribuer à sortir de l'impasse éducative. Bruno Latour, en 2017, évoque quant à lui l'effondrement qui nous entoure à la suite des nombreux processus de dérégulation, dont les effets dévastateurs ne font qu'accroître les inégalités et la guerre des places, non sans dénier l'existence d'une mutation climatique. Là encore, en politique comme en éducation, pour s'en sortir, il s'agit fondamentalement de chercher à s'orienter pour redéfinir les contours d'une politique publique et d'une vie commune. Plus proche de nous, en 2019, la pandémie du Covid-19 a surgi telle une onde de choc sanitaire, économique et social, mondiale, qui vient réinterroger avec radicalité l'idéologie néolibérale, qui s'est déployée sous forme d'un capitalisme de surveillance, Zuboff 2020. Les premiers effets des politiques de confinement se font sentir et pèsent lourdement, notamment sur le sentiment de confiance en l'avenir. L'isolement et la paupérisation en cours sont déjà conséquents et dévastateurs, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ils conduisent à questionner la signification, l'ordre et la valeur des priorités. Didier Fassin, 2020, titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France, souligne combien les mesures draconiennes des pouvoirs publics ont remplacé la prévention défaillante par une forme de police sanitaire avec un confinement rigoureusement contrôlé. Les conséquences en termes d'inégalité d'espérance de vie en référence à Didier Fassin continuent et continueront de s'accroître grandement, avec cette myopie, entretenue par les médias, à savoir que toute notre attention se concentre sur ce qui se passe sur la planète en rapport avec le coronavirus, c'est-à-dire nous, oubliant les famines, les guerres, les situations d'exclusion et toutes les personnes qui à nos portes n'ont pas de quoi vivre. C'est là un remarquable paradoxe. Au moment où un phénomène global touche l'ensemble de la planète, notre vision du monde s'est rétrécie comme jamais, 2020. Toutefois, nous pouvons nous demander si nous sommes à ce point devenus myopes, que l'orientation de notre pensée soit détournée des autres et de ce qui nous anime en profondeur, à savoir le conatus tel que le définit Spinoza, autrement dit cette aspiration à persévérer dans son être, laquelle ne se confond pas avec l'égoïsme. Notre salut dépend de notre capacité commune à interroger les valeurs et les ancrages pouvant servir de point d'appui pour s'orienter dans le monde complexe qui est nôtre. Si dès 2009, Francis Danvers a affirmé la valeur suprême de l'orientation,
aujourd'hui, il s'agit d'une nécessité vitale. Dès lors, il y a lieu de considérer avec plus d'attention quel est le problème pour in fine pouvoir prendre une décision d'orientation. Les propos et les expériences des étudiants que nous rencontrons lors de nos enseignements à distance, pour peu que nous soyons attentifs à les écouter, nous donnent à entendre différentes voix et récits, souvent proches de la détresse physique et psychique en écho à une désorientation comme si plus rien ne faisait sens. Notre univers s'est restreint avec les confinements et les consignes sanitaires de distanciation sociale et de gestes barrières assénés sans discontinuité. À l'instar des propos rapportés par le psychologue Olivier Jankowiak, 2021, le premier confinement généralisé, inédit, lié au Covid-19 a fait basculer l'expérience de la vie quotidienne de nombreuses personnes dans des espaces où le réel lui-même perd tout sens, à l'exemple des mots de ce collégien, qui résonnent à nos oreilles comme autant d'appels au secours. Je deviens quelqu'un de bizarre, je tente d'être mon propre pilier sans l'aide des autres et c'est très dur. 2021, page 106. Ou bien encore les propos de ce parent, d'un enfant suivi en CMP, que le télétravail et les visioconférences successives conduisent à ne plus savoir qui il est, comme en perte du sens de la réalité. J'ai du mal à voir la réalité de la situation, je ne sais pas comment trouver un ancrage. Je ne sais plus qui je suis, où je suis physiquement, je n'arrive plus à avoir un contact, ça me fait flotter. 2021, page 107. Dès lors, comme le précise l'économiste Robert Boyer 2021, la santé publique n'a pas et n'a plus seulement à être considérée à l'aune du préjudice porté contre la compétitivité économique, mais bien plutôt comme valeur ayant certes un coût, mais dont les bénéfices s'apprécient sur la qualité de vie des personnes au long cours. Il en va de même de l'économie de services, qui ne saurait fonctionner avec la distanciation sociale. Ainsi, la question de l'orientation conduit-elle à reconsidérer le fonctionnement de notre monde actuel appréhendé comme un monde d'alternance entre des phases de poussée de la mondialisation avec les GAFAM et des phases de rétractation impulsées par des gouvernements qui veulent reconquérir leur autonomie. 2021, page 177. Précisément, la nécessité et l'urgence de la question de l'orientation se comprend comme obligation de réfléchir au sens de la vie pour nous tous dans un monde commun pour décider d'un chemin à prendre ensemble en espérant qu'il soit viable, durable au mieux de chacun. L'ordre des finalités est utopique ou bien n'est pas, qui ne vise pas un mieux pour tous comme pour chacun vit au jour le jour, errant sans but, sans phare, sans orientation. Au regard d'un contexte aussi dramatique, la réflexion sur l'orientation à laquelle nous invite ce livre prend toute son importance. Dans une première partie, l'ouvrage rappelle avec sagesse les grandes étapes qui jalonnent l'historique de la notion d'orientation scolaire et professionnelle, notamment en donnant à lire l'importance des fondateurs dans le champ de la psychologie. Les repères posés à travers différents ancrages théoriques fournissent des points d'appui permettant de comprendre les missions d'orientation et les idéaux auxquels ces fondateurs se rattachaient et dans leur sillage le sens qu'ils donnaient aux fonctions, rôles et modalités d'accompagnement à l'orientation, éloignés du régime adéquationniste, au sens de relations entretenues avec l'insertion professionnelle, dans lequel se trouvent aujourd'hui nombre de formations dans le système des enseignement supérieur français, malgré quelques filières moins marquées par la question des débouchés professionnels, Delesse, 2017. Puis, la trame des jalons posés en psychologie, en histoire et en anthropologie, vient se nouer aux acquis d'expérience des professionnels de l'orientation, donnant ainsi à lire dans la deuxième partie les points d'ancrage, les principes et les valeurs sur lesquels ils se sont appuyés pour réaliser leur activité. À ce niveau, soulignons l'intérêt des récits de parcours qui montrent comment ont pu se tisser les fils entre vie personnelle et vie professionnelle. L'orientation s'entend ainsi comme un processus de nouage entre les niveaux personnels, interpersonnels, contextuels et sociopolitiques. La troisième partie complète les deux précédentes en donnant à entendre plusieurs témoignages de professionnels et d'acteurs en charge d'orientation, ou bien ayant croisé les questions et les projets d'orientation. Leurs récits et leurs réflexions font résonner les enracinements profonds des projets d'avenir et des parcours. Ils donnent également à lire combien la dernière appellation du métier,
passant de conseiller d'orientation psychologue à psychologue de l'éducation nationale, invite à ne pas centrer l'intervention sur le versant psychologique, voire psychopathologique des demandes, pour les aborder de façon plus globale en s'ouvrant à la diversité des ancrages théoriques en psychologie et en sciences humaines, comme à leurs différentes modalités d'intervention. Cet ouvrage nous conduit à méditer sur ce beau et redoutable défi. Contribuer à permettre que chacun puisse s'orienter dans sa vie scolaire, professionnelle en appariant l'image d'un métier à l'image de soi comme le formule Sylvie Amici, tout en appréhendant son rôle dans le cours du monde. Introduction, le passé recomposé. Ginette Francequin, chercheur HDR associé, Lise CNAM UMR CNRS. Francine Grosbras, inspectrice de l'éducation nationale, information et orientation honoraire. L'orientation scolaire, professionnelle et universitaire est devenue une cause nationale, européenne et même internationale. Au départ, entre 1900 et 1928, ce fut une cause humaniste et scientifique. En 1901, déjà, le psychiatre et essayiste Édouard Toulouse, 1865 à 1947, après avoir rédigé une thèse sur la mélancolie, crée un laboratoire de psychologie expérimentale à Villejuif. À partir de 1920, les premières actions d'orientation se réalisent auprès des jeunes. Le décret du 26 septembre 1922 définit officiellement l'orientation professionnelle comme l'ensemble des opérations qui précèdent le placement des jeunes gens et des jeunes filles dans le commerce et l'industrie et qui ont pour but de révéler leurs aptitudes morales, physiques et professionnelles. Ces pionniers cherchent à développer une conception scientifique de l'aide à l'orientation. Ils veulent que le choix d'un métier ne dépende plus du hasard, et que chaque élève soit orienté en fonction de ses aptitudes. Les jeunes et les familles seront heureux, la nation tout entière bénéficiera d'une main-d'œuvre adaptée et bien formée. Cette vision utopique est encore présente aujourd'hui, chez bon nombre de ceux qui nous gouvernent. Dans un pays où tous les enfants sont scolarisés, et où l'enseignement s'est diversifié, il est juste de travailler à les orienter au mieux. Michel Hutto et Jérôme Martin présentent ici en détail la naissance de l'orientation, du métier de conseiller d'orientation et des CIO, Centres d'information et d'orientation. On peut aussi se référer en complément à la table des articles du BINOP, Bulletin de l'Institut national d'orientation professionnelle, pour mieux découvrir les débuts de l'aide à l'orientation en France. L'Institut national d'orientation professionnelle, INOP, créé en 1928, fut dirigé par Henri Pierron puis par son successeur, Maurice Reuchlin qui assura le passage de l'OP, orientation professionnelle, à l'OSP, orientation scolaire et professionnelle. Francis Danvers présente l'œuvre pédagogique du premier, à travers son dictionnaire de psychologie scientifique et l'interview du second, sur son parcours de vie professionnelle. En un siècle, beaucoup de choses ont changé. Les projets politiques se sont multipliés avec de nombreuses inflexions. Des discussions houleuses continuent entre professionnels de l'orientation sur les techniques et les méthodes à employer. Comment former les personnels du service public d'information et d'orientation ? Durant le XX siècle, les affrontements idéologiques entre les personnels employés par l'éducation nationale et les responsables politiques sont nombreux. Qui doit gérer les services d'aide à l'orientation ? L'État, les collectivités territoriales ? Que faire des CIO, Centres d'information et d'orientation ? À cela s'ajoute un conflit de prérogatives entre les différents ministères publics, instruction publique, enseignement supérieur, commerce et industrie, agriculture, etc. Ces débats alimentent l'actualité, dans une période d'incertitude à l'égard du futur. Avenir des jeunes, évolution des missions du service public, sens du travail, transformation des métiers et des qualifications, etc. Les recherches en sciences humaines et sociales se sont considérablement enrichies. La psychologie, science balbutiante à la fin du XIXe siècle, s'est structurée comme discipline. La psychométrie, mesure des aptitudes, a pris pour objet la mesure de l'intelligence mais aussi des intérêts et des valeurs de la personnalité. La docimologie s'est intéressée à l'objectivité des examens comme le certificat d'études primaires, CEP, et le baccalauréat. Les concepts issus de la psychanalyse se sont vulgarisés dans l'opinion publique, mais ont eu un écho faible chez les praticiens chercheurs en orientation scolaire et professionnelle en France. En revanche,
les approches non directives centrées sur la personne ont irrigué les pratiques d'aide. Aniko Hayon présente les apports des chercheurs d'autres pays et des conceptions humanistes de l'aide psychologique. Approche centrée sur la personne, initiée par Carl Rogers, 1902 à 1987. Ensuite, Jean-Marie Quérel et Ginette Fransquin présentent à titre illustratif leur pratique du conseil psychologique en orientation scolaire et professionnelle en relation notamment à la méthodologie des histoires de vie. Evelyne Blain-Nicolas, Micheline Bongibaud, Mathieu Roger et Jamel Anouar nous montrent l'évolution de leur vie au service de l'orientation des jeunes. Parmi d'autres contributions, les vies des jeunes et leur évolution dans le système éducatif sont présentées par Sylvie Amici, Pierre Bringuier, Sonny Perseil, Mathieu Roger, Monique Charpentier, Catherine Biotto. Philippe Nicolas. Puisse ce livre être un hommage aux professionnels de l'orientation, fonctionnaires de l'éducation nationale, aux jeunes et aux familles qu'ils ont aidés. C'est à Arthur, Sacha, Victor, ou Kamel, Leïla et Lydie, jeunes bacheliers de banlieue et tant d'autres, que ce livre est dédié. Partie 1. Approche historique et pluridisciplinaire de l'orientation. Chapitre 1. La place de l'INOP dans l'histoire de la psychologie et de l'orientation, 1928 à 1970. Michel Huttot. Professeur émérite de psychologie au CNAM, Paris, directeur de l'INETOP de 1984 à 1996. La psychologie scientifique se constitue à la fin du XIXe siècle à peu près en même temps que, indépendamment, l'on commence à se préoccuper de l'orientation professionnelle des jeunes. Avant la Première Guerre mondiale, cette psychologie scientifique a déjà tout un programme d'application mais sa réalisation est peu avancée. Les 3 points principaux de ce programme sont le diagnostic de la débilité mentale, la sélection professionnelle dans les transports en commun et l'orientation professionnelle. On sait qu'Alfred Binet a publié en 1905 son échelle métrique de l'intelligence, précisément pour faciliter le recrutement des élèves des classes de perfectionnement. Mais cette échelle est mal reçue et peu utilisée. Les premières applications de la psychologie pour la sélection des conducteurs de tramway, conduites par Édouard Toulouse, ne verront le jour que pendant la guerre. Quant à l'orientation professionnelle, Édouard Toulouse, Nicolas Vachide et Henri Pierron ont bien publié en 1904 une série de tests, techniques de psychologie expérimentale, destinés notamment à être utilisés pour conseiller les jeunes sur le choix de leur orientation, mais ceux-ci n'ont jamais été utilisés. L'idée selon laquelle l'orientation professionnelle devrait être organisée est ancienne, voire Pascal et Platon. Mais ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle, avec le développement de l'industrie et les bouleversements que ce développement introduit dans la division technique du travail et dans la vie sociale, que cette organisation paraît vraiment nécessaire. Quelques modestes tentatives sont réalisées vers 1910, mais elles restent tout à fait marginales. La situation change au lendemain de la Première Guerre mondiale. La psychologie connaît un développement significatif, bien qu'encore modeste. Dans le cadre de l'effort de reconstruction consécutif à la guerre et afin de contribuer à résoudre la crise de l'apprentissage, les premières institutions d'orientation professionnelle apparaissent. L'entre-deux-guerres, le développement de la psychologie. Au lendemain de la guerre, la psychologie française est stimulée par la diffusion des travaux des psychologues américains plus avancés, notamment dans le domaine des applications. La participation des psychologues à la constitution de l'armée américaine, avec le gigantesque testing réalisé, a impressionné les esprits, et les attitudes vis-à-vis de la psychologie ont évolué. Les psychologues, plus que jamais, proposent leurs services pour contribuer au relèvement du pays. La question de l'orientation professionnelle devient la grande question de la psychologie appliquée. En 1920, se tient à Genève la première conférence internationale de psychotechnique appliquée à l'orientation professionnelle. Comme nous le verrons, les psychologues auront assez vite un certain succès pour l'orientation professionnelle, leur succès sera plus tardif pour la sélection professionnelle. En 1921, à l'initiative d'Henri Pierron, est créé le premier centre d'enseignement de la psychologie, l'Institut de psychologie de l'Université de Paris. Cet institut comporte 2 sections.
une section de psychologie appliquée où l'on enseigne notamment les méthodes à mettre en œuvre pour la sélection et l'orientation professionnelle et une section de pédagogie. L'explosion de l'orientation professionnelle. En même temps que l'apprentissage est réorganisé, on voit paraître dans les grandes villes des institutions qui se consacrent à l'orientation, bureaux, offices, centres, cabinets d'orientation professionnelle. En 1922, ces diverses institutions sont mises sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique. La même année, en Allemagne, les institutions équivalentes sont mises sous la tutelle du ministère du Travail. En 1924, on compte 80 offices. Ce développement des offices d'orientation est soudain, c'est en ce sens que l'on peut parler d'explosion, mais ces services ont peu de moyens, peu de personnel stable, ils font largement appel au bénévolat, beaucoup ne sont pas ouverts en permanence. Seule une infime partie de la population visée, les enfants arrivés en fin de scolarité primaire, est touchée. Comme l'écrit André Karoff, c'est un service pauvre pour des enfants de pauvres. Praticien empirique et scientifique de l'OP. Chez les premiers acteurs de l'orientation professionnelle, on observe deux groupes bien distincts. On les a désignés comme praticiens empiriques et comme scientifiques de l'OP. Les premiers ont eu des formations diverses, anciens des services de placement du ministère du Travail, ingénieurs et enseignants se préoccupant d'apprentissage, responsables de services municipaux de la jeunesse, ce sont les créateurs des premiers offices. Au début des années 1920, ils sont largement majoritaires. Les scientifiques de l'OP sont des universitaires qui ont acquis une forte notoriété dans leur domaine. Henri Pierron, Henri Laugier, Henri Wallon. Bien qu'ayant des intérêts communs, le développement des services d'orientation, ils n'attribuent pas les mêmes objectifs à l'orientation professionnelle et ne préconisent pas les mêmes méthodes. Pour les praticiens empiriques, l'orientation se limite à un placement raisonné des apprentis. Il faut satisfaire au mieux les demandes des entreprises. Pour les scientifiques de l'OP, l'orientation doit concerner toute la jeunesse. Ils militent pour l'école unique et appartiennent sans équivoque au camp progressiste. Les uns et les autres se réfèrent à la théorie des aptitudes. Il faut conseiller aux jeunes les métiers qui correspondent à leurs aptitudes, mais ils ne comprennent pas de la même manière cette théorie et ils n'en tirent pas les mêmes conséquences. Pour les praticiens empiriques, la théorie se résume à ce qu'en dit le sens commun et pour apprécier les aptitudes il suffit de recueillir les avis des jeunes eux-mêmes, de leurs parents ou de leurs instituteurs. Les scientifiques de l'OP ont des considérations plus développées, et ils se réfèrent à la psychologie scientifique. Ils s'interrogent sur les rôles de l'hérédité et des apprentissages, distinguent aptitudes et capacités. Les aptitudes doivent être évaluées, autant que faire se peut compte tenu du développement de la psychologie, au moyen d'épreuves psychométriques dûment validées. Les préoccupations relatives à la validité des méthodes, le contrôle de l'OP, sont centrales chez les scientifiques de l'OP et totalement absentes chez les praticiens empiriques. Enfin, dernière différence, pour devenir orienteur, il suffit d'un peu d'expérience et de beaucoup de bon sens pour les praticiens empiriques, alors que pour les scientifiques de l'OP une formation en psychologie est nécessaire. On remarquera qu'il y a beaucoup d'analogies entre cette situation des années 1920 et la situation actuelle. La création de l'INOP. L'Institut national d'orientation professionnelle, INOP, a été créé précisément pour promouvoir les positions des scientifiques de l'OP. Cette création résulte de la rencontre entre les scientifiques de l'OP et les responsables de l'enseignement technique au ministère de l'Instruction publique chargés de l'orientation, Edmond Labbé et Hippolyte Luc. Les uns et les autres partagent les mêmes convictions positivistes et se rencontrent dans diverses sociétés savantes et dans une commission d'orientation professionnelle qui a été créée au ministère. C'est dans le cadre de cette commission que fut décidée la création de l'INOP. L'INOP est créée en 1928. La séance inaugurale a lieu le 9 novembre et les cours commencent le 12 novembre, avec le statut d'établissement d'enseignement supérieur libre. L'Institut a pour unique ressource la subvention que lui attribue la direction de l'enseignement technique. Il est dirigé par un comité de 3 membres, Pierron, Laugier et Julien Fontaigne, un collaborateur de Labbé chargé depuis 1924 d'une mission d'inspection des services d'orientation professionnelle. Le directeur effectif est Pierron, lorsqu'il est absent Wallon le remplace. Le conseil d'administration de l'Institut, présidé par Edmond Labbé,
comprend de nombreuses personnalités scientifiques de premier plan, des membres de l'administration et un représentant de la CGT. 3 missions sont dévolues à l'INOP. Les buts que se propose le nouvel organisme correspondent à 3 ordres de préoccupation. Il se propose en premier lieu d'assurer la formation technique des conseillers d'orientation. Il assure en second lieu l'organisation d'un service de recherche destiné à favoriser les applications possibles des techniques scientifiques aux problèmes de l'orientation et de la sélection, et à contrôler la rigueur des méthodes adoptées et des résultats obtenus. Il s'attache enfin à constituer un centre de documentation visant à rassembler, en vue de leur diffusion, toutes les données relatives à ce qui a été réalisé en matière d'OP, tant en France qu'à l'étranger. L'Institut se dote d'un bulletin dont le premier numéro paraît en janvier 1929. À partir de 1930, il assurera régulièrement la formation des personnels en place. Une consultation d'OP ouverte au public fonctionnera régulièrement à partir de 1932. La formation dispensée est à dominante psychologique, mais à la différence de celle qui avait été mise en place quelques années plus tôt à l'Institut de psychologie de l'Université de Paris, elle est résolument pluridisciplinaire. Les futurs conseillers d'orientation doivent acquérir une solide culture psychologique, être en mesure de pratiquer les méthodes expérimentales d'examen, utilisation d'appareils pour les capacités sensorielles et motrices, tests individuels et collectifs, connaître les exigences des principaux métiers, être au courant de l'organisation des offices, acquérir des notions de physiologie, de pathologie générale et psychiatrique. Ils doivent enfin assimiler les données économiques générales concernant les professions et organisation du travail. En gros, ces objectifs sont restés les mêmes jusqu'au début des années 1970. En matière de recherche, le service de recherche se consacre à la confection de tests. On l'appelle d'ailleurs le service des tests. Ce service est peu développé mais on observera une bonne synergie avec d'autres laboratoires. Celui de Pierron à la Sorbonne, celui de Laugier au CNAM, celui de Wallon à l'EPHE, École pratique des hautes études. Les décrets de 1938. Avec la création de l'INOP, les scientifiques de l'OP marquent un point important. Ils vont en marquer un autre, décisif celui-là, en 1938. Du lendemain de la Première Guerre mondiale au Front populaire, les services de l'orientation professionnelle sont restés sous-développés. Une centaine de centres seulement en 1936, donc très peu de progrès depuis 1924. Ces centres ne touchent que 6% de la population qui arrive à la fin de la scolarité obligatoire. En 1938, voulant relancer la formation professionnelle, le gouvernement publie une série de décrets. Plusieurs dispositions concernent l'orientation professionnelle. Les services sont réorganisés et leur intégration au sein de l'instruction publique est renforcée. Il doit y avoir au moins un centre d'orientation professionnelle par département. On institue un certificat d'orientation professionnelle obligatoire pour entrer en apprentissage. Il y a obligation de recevoir un conseil, non de le suivre. Ce certificat est délivré par les centres d'orientation professionnelle. Pour exercer dans un centre d'orientation professionnelle, il faut être titulaire du diplôme de l'INOP. Ce diplôme deviendra un diplôme d'État en 1944. La restructuration de l'orientation devient la norme. Elle marque la victoire des scientifiques de l'OP. Dorénavant, les conseillers d'orientation sont des psychologues. L'INOP et la psychologie. Dans l'entre-deux-guerres, il n'existe que 2 institutions où la psychologie scientifique est enseignée. L'Institut de psychologie de l'Université de Paris créé en 1920 et l'INOP. Elle dispense une formation psychologique à peu près identique. La seule différence notable est l'ouverture pluridisciplinaire de l'INOP. Comme le seul débouché des études de psychologie est l'orientation professionnelle, l'INOP a autant de succès, sinon plus, que l'Institut de psychologie. De 1928 à 1939, il forme davantage de diplômés. Entre 1929 et 1945, 350 diplômes sont délivrés. Après la Seconde Guerre mondiale, la psychologie va connaître un développement considérable et de nombreux diplômés de l'INOP occuperont des postes de responsabilité tant à l'université que dans les divers secteurs d'application. De la Seconde Guerre mondiale aux années 1970.
Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un fort développement de la psychologie, sans commune mesure avec celui qui a suivi la Première Guerre mondiale, et également à un fort développement des services d'orientation. Le développement de la psychologie. Quelques chiffres suffisent à en indiquer l'ampleur. En 1951, on estimait le nombre des psychologues à 600, dont 400 conseillers d'orientation professionnelle. En 1970, ils étaient 6 à 7 000. Cette augmentation des effectifs de psychologues s'accompagne d'une diversification de leurs fonctions. Même développement exponentiel, si on regarde les effectifs d'étudiants en psychologie. Il n'était que 200 en 1945. Cet accroissement provient de la création d'enseignements de psychologie dans les universités. La licence de psychologie a été créée en 1947. Dans ces conditions, l'importance relative des deux formations de psychologues antérieures à la Seconde Guerre mondiale ne pouvait que décroître fortement. L'Institut de psychologie est devenu une structure de formation professionnelle post-maîtrise de l'Université René Descartes, puis il a été absorbé par l'UFR de psychologie de cette université. L'INOP, devenu INETOP en 1938 et rattaché au Conservatoire national des arts et métiers en 1941, a progressivement cessé de dispenser une formation générale et d'autres centres de formation professionnelle de conseillers d'orientation ont été ouverts. Le développement de l'orientation. Là encore, seulement quelques chiffres. 400 conseillers d'orientation en 1950, 1000 en 1956, 2500 en 1981. 170 centres d'orientation en 1950, 480 en 1981. Avec la généralisation de la scolarité dans le premier cycle secondaire, le public auquel s'adressent les conseillers d'orientation a radicalement changé. Le modèle de l'orientation proposé par l'INETOP. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'INOP a acquis une position hégémonique sur le plan des idées, mais les méthodes qu'il préconise sont loin d'être répandues dans tous les centres d'orientation, souvent d'ailleurs pour des raisons de moyens. En 1936, une quinzaine de centres seulement utilisent des tests. C'est au lendemain de la guerre que va se généraliser une forme d'aide à l'orientation mise au point et enseignée à l'INETOP, l'examen psychologique d'orientation. Destiné aux élèves arrivant en fin de scolarité primaire et souhaitant entreprendre un apprentissage professionnel, il se compose d'un entretien approfondi avec le jeune, de l'application d'une batterie de tests, des tests collectifs et des tests individuels, d'un examen médical dont les résultats sont consignés sur une fiche dont dispose le conseiller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.